Et l'Algérie est un pays, un des rares pays du monde, il y en a peut-être une dizaine, qui refuse de reconnaître l'État d'Israël. Même plus loin, c'est en 1988, à Alger, qu'a été proclamé l'État palestinien par la réunion du Congrès du Conseil national palestinien en exil qui s'est réuni à Alger. Il y a d'ailleurs eu une tentative de l'armée, de la force aérienne israélienne, d'aller bombarder Alger en 1988, mais ils ont fait demi-tour devant le fait que les Algériens menaçaient de répliquer. Alors, à partir du moment où je commence à donner ce début d'éclairage, que normalement les journalistes ou les responsables politiques devraient dire au peuple français, parce que moi je suis toujours animé, par la vérité, la réalité et la paix. Il faut bien comprendre que nous avons des relations avec l'Algérie qui ne sont pas de même nature qu'avec le Maroc. Non seulement parce que le Maroc, comme la Tunisie, n'ont jamais été français. C'était des protectorats. Alors que l'Algérie, c'était la France. C'est-à-dire, il y avait des départements avec des préfectures qui avaient été constituées. C'était la France, mais la France où il y avait des citoyens de seconde zone qui étaient les Arabes musulmans. Évidemment, à notre époque, ça vient... c'est le fond général de toute cette affaire. On a beaucoup de Français, de responsables français politiques d'ailleurs, juifs, originaires d'Algérie, qui vouent une haine tenace en fait à l'Algérie. Et c'est d'ailleurs réciproque. Je pense à Jacques Attali, je pense à Éric Zemmour, je pense à toute une série de Bernard-Henri Lévy, etc. Ce sont des gens qui sont des représentants de la communauté juive, mais qui vraiment vouent une haine à l'Algérie et réciproquement. Et ceci vient polluer les relations franco-algériennes, qui sont donc beaucoup plus compliquées que ce que l'on veut bien nous dire, d'autant plus que le Maroc, où il y a une forte communauté juive d'ailleurs. Et le Maroc, c'est au Maroc, lorsque Macron s'est rendu au Maroc récemment, il y est allé avec des représentants, il était avec Dominique Strauss-Kahn, avec Jack Lang, etc., etc. Et donc, le Maroc est un pays qui a reconnu l'État d'Israël. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot, si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. Bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à un acteur particulier sur la scène internationale. L'Algérie. Un pays qui, on a l'impression, cultive une certaine forme d'exception. On entend souvent parler de fierté, d'indépendance farouche, d'une posture quasi insoumise face, disons, aux tendances globales. Alors la question qu'on se pose, est-ce que c'est une image, une construction, ou est-ce que ça reflète une vraie stratégie, une réalité profonde ? Cette Algérie qui se définit beaucoup par ce qu'elle n'est pas, pas alignée, pas soumise. D'où ça vient, cette singularité? Alors oui, c'est plus qu'une simple image, je pense. C'est vraiment une constante historique. On la retrouve tout au long de la politique étrangère algérienne depuis l'indépendance. Les mots comme dignité, souveraineté, ce ne sont pas juste des mots en l'air dans le discours officiel là-bas. Ils sont martelés, répétés comme des principes fondamentaux. Et c'est vrai que ça détonne si on compare avec la réelle politique, les compromis que beaucoup d'autres nations acceptent, parfois au détriment de leurs principes affichés. Et au cœur de tout ça, de cette identité politique, il y a un engagement qui est presque existentiel pour l'Algérie, la cause palestinienne. C'est vraiment un socle. Justement, parlons-en de ce socle, ce refus obstiné de reconnaître Israël. Ça place quand même l'Algérie dans une position très spécifique, surtout aujourd'hui, quand on voit les accords d'Abraham, des pays arabes importants qui ont franchi le pas de la normalisation. Cette position algérienne, elle ne paraît pas de plus en plus s'isoler. On peut même se demander si ce n'est pas devenu une sorte de dogmatisme, une posture un peu figée, anachronique même. Est-ce que ce n'est pas un coup diplomatiquement, économiquement, se mettre en marche volontairement?
Isolé, oui, c'est une lecture possible, surtout si on regarde la carte des normalisations récentes. Après, anachronique, dogmatique, je serais plus prudente. Il faut vraiment replacer ça dans l'histoire longue. Ce n'est pas un hasard si la proclamation symbolique de l'État palestinien par Arafat et l'OLP, elle a eu lieu où ? À Alger. En 1988. C'était un geste extrêmement fort, assumé. Ça plaçait l'Algérie au centre du jeu sur cette question. Et puis il y a cet épisode, souvent évoqué, même si les contours sont parfois flous, cette menace supposée de frappe israélienne sur Alger à l'époque, en représailles. Une menace qui aurait été écartée face à une détermination algérienne jugée inflexible. Que ce soit totalement vrai ou un peu amplifié, ça a forgé cette image d'intransigeance. Donc ce refus, ce n'est pas juste un slogan. C'est perçu à Alger comme un élément clé de la souveraineté, une ligne rouge, très liée à l'histoire de la décolonisation, à cette idée de solidarité anti-impérialiste. Changer ça, pour le pouvoir algérien, ce serait un peu comme renier une partie de son identité politique profonde. C'est intéressant cette histoire de menace directe sur Alger. Ça rend la chose moins abstraite peut-être, plus viscérale. Mais cette intransigeance, cette fierté nationale très marquée, comment est-ce qu'elle se répercute sur la relation avec la France, l'ancienne puissance coloniale ? On a l'impression d'un dialogue qui est toujours sous tension, non ? Des crises mémorielles à répétition, des visites annulées, des pics par médias interposés. Est-ce que l'Algérie n'est pas quelque part un peu prisonnière de ce passé colonial avec la France ? Cette fierté affichée, est-ce qu'elle ne masque pas aussi une difficulté à tourner la page, à construire une relation apaisée ? Ah, la relation franco-algérienne. C'est intrinsèquement... complexe. Très complexe. Et ça tient beaucoup à la nature même de la colonisation française en Algérie. L'Algérie, ce n'était pas un protectorat comme le Maroc ou la Tunisie, où une administration locale a été maintenue, même sous tutelle. C'était la France. Administrativement, c'était des départements. Il y a eu une tentative d'assimilation culturelle très forte, mais en même temps, paradoxalement, une citoyenneté de seconde zone pour la majorité écrasante des Algériens musulmans. Par les mêmes droits ni politiques, ni économiques. Cette dépossession sur son propre sol, cette négation d'identité, ça a laissé une cicatrice, je pense, beaucoup plus profonde, plus intime que dans d'autres contextes coloniaux. Et puis la guerre d'indépendance a été d'une violence extrême des deux côtés. Ça a rajouté des couches et des couches de traumatisme. Une sorte de blessure narcissique partagée qui a du mal à cicatriser des deux côtés. Exactement. Et cette mémoire qui reste à vif, elle alimente une méfiance quasi structurelle. À Alger, on est hypersensible à tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à du paternalisme ou à du néocolonialisme français. Et puis il y a cette perception très forte en Algérie de l'influence de certaines voix en France, des personnalités médiatiques, intellectuelles, souvent liées d'une manière ou d'une autre à l'histoire de l'Algérie française. On pense à des gens comme Zemmour, Attali, BHL et d'autres. Leurs analyses sur l'histoire, sur l'Algérie d'aujourd'hui, même sur des sujets de politique intérieure française liés à l'immigration, tout ça est souvent interprété à Alger comme une tentative de réécrire l'histoire, de maintenir une forme de ressentiment ou même d'ingérence. Ça crée un bruit de fond constant qui vient polluer la relation, même quand il y a des volontés politiques d'apaisement affichées. Tournez la page, dans ce contexte. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et pendant que l'Algérie navigue dans ses eaux complexes avec Paris, son voisin, le Maroc, lui, a fait un choix radicalement différent. La normalisation avec Israël. Actée sous Trump, en échange, on le sait, de la reconnaissance américaine sur le Sahara occidental. Est-ce que ça, ce n'est pas justement la preuve d'un pragmatisme assumé, une capacité à s'adapter aux nouvelles réalités, là où Alger semblerait figé, Rabat joue la carte du futur, et Alger celle du passé, en gros. C'est clairement une divergence stratégique majeure, oui. Un vrai tournant pour tout le Maghreb. Le Maroc a effectivement conclu ce qu'on peut appeler un pacte tripartite, normalisation contre reconnaissance sur le Sahara. C'est un pari audacieux de Rabat, ça c'est sûr. Ça reconfigure complètement les alliances dans la région. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça renforce l'axe Rabat-Washington-Tel Aviv de manière très significative. On le voit sur le plan militaire. Des accords de coopération poussés avec Israël, l'achat d'armements américains de pointe, les F-16, des drones. Le Maroc s'ancre très clairement dans une alliance stratégique pro-occidentale et il espère en tirer des bénéfices concrets, diplomatiques, sécuritaires.
C'est une approche basée sur un calcul d'intérêt, on veut dire immédiat, et ça contraste, mais alors radicalement, avec la posture algérienne qui reste, elle, attachée à son non-alignement historique et à ce refus de normaliser avec Israël, vu comme une trahison de la cause palestinienne. Deux philosophies vraiment opposées. Et cette opposition frontale, elle nous ramène forcément au cœur du réacteur, de la tension entre Alger et Rabat. Le Sahara occidental, c'est le point de friction numéro 1. Comment on peut décrypter la position algérienne là-dessus? C'est juste un soutien au principe de l'autodétermination, un idéal hérité de sa propre lutte? Ou bien est-ce qu'il faut y voir aussi, peut-être surtout, une manœuvre géopolitique bien calculée pour contenir le Maroc, pour l'empêcher de réaliser son grand Maroc? C'est quoi la part de l'idéologie et celle de la réelle politique pure dans ce soutien au Polisario? C'est probablement un mélange des deux, comme souvent dans ces dossiers. Officiellement, et sans doute avec une part de sincérité liée à cet héritage anticolonial, la position algérienne se fonde sur le droit international. Le Sahara occidental est un territoire non autonome. Son statut final doit être décidé par un référendum d'autodétermination. C'est la position de l'ONU, de l'Union africaine, même si elle est bousculée dans les faits. Donc Alger se voit comme le garant de ce principe, en soutenant le Polisario. Mais c'est évident que ça sert aussi les intérêts géostratégiques algériens. Empêcher le Maroc d'étendre sa souveraineté sur ce territoire immense, potentiellement riche en ressources, phosphates, pêche, peut-être des hydrocarbures, avec une longue façade atlantique, c'est aussi contenir l'influence du rival. C'est une question d'équilibre des forces au Maghreb. Pour Rabat, Al-Angès, c'est une cause nationale, les provinces du Sud, l'intégrité territoriale. Deux visions totalement irréconciliables. Ce territoire, il devient un enjeu qui dépasse de loin la région, on est d'accord. On sent que les grandes puissances s'y intéressent de plus en plus. Absolument. Dans le contexte actuel, avec la reconfiguration des équilibres mondiaux, ce qu'on appelle parfois un peu vite le nouvel ordre mondial, les rivalités Chine-USA, Russie-Occident, la position géographique du Sahara occidental est clé. Aux portes de l'Atlantique, face aux Canaries, sur une route maritime majeure, ça lui donne une importance stratégique renouvelée. Contrôler cette zone où y avoir une influence décisive, c'est devenu un enjeu pour les États-Unis, pour l'Europe, mais aussi pour la Russie et la Chine potentiellement. La reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine, elle s'inscrit aussi là-dedans. Sécuriser les accès, consolider les alliances face aux compétiteurs. Donc oui, le Sahara occidental, c'est bien plus qu'un vieux conflit régional. C'est un des terrains où se jouent les nouvelles dynamiques de puissance à l'échelle globale. Et la tension Alger-Rabat, elle en est à la fois la cause et la conséquence. Alors, si on essaye de faire une synthèse forcément un peu rapide de tout ça, pourquoi, au fond, cette Algérie dérange-t-elle? Pourquoi est-ce qu'elle suscite autant de réactions, d'analyses parfois très passionnées, comme on l'a vu? Qu'est-ce qui la rend si singulière, finalement? Si on suit la logique qui ressort des positions algériennes et de la façon dont elles sont perçues, l'Algérie dérangerait parce qu'elle refuse de rentrer dans le rang. Elle refuse de s'aligner sur les agendas des grandes puissances ou même sur les consensus régionaux qui émergent. Elle tient à garder sa propre voix, une voix autonome, même si ça a un coût en termes d'isolement relatif ou de conséquences économiques et diplomatiques. L'expression qu'on entend parfois, l'Algérie ne se vend pas, ça résume assez bien cette perception d'une quête d'indépendance très forte. Et cette posture, elle est ancrée dans une fidélité revendiquée à des principes jugés non négociables. Le respect de sa mémoire historique, la défense de ce qu'elle appelle son honneur national et bien sûr ce soutien indéfectible à la cause palestinienne qui est vraiment un marqueur identitaire. Cette intransigeance fait que parfois, dans certains cercles, on l'idéalise un peu comme le dernier bastion d'un monde arabe libre. Une image très forte, très politique. Ce qui nous amène à cette phrase finale, un peu provocatrice, tirée d'une analyse qu'on a pu lire. Une Algérie qui ne subit pas l'histoire, mais la crée. C'est fort comme formule, presque prophétique. Mais est-ce que c'est une ambition réaliste, soutenable, dans le monde hyper connecté, interdépendant d'aujourd'hui? Ou est-ce que c'est juste l'expression d'une volonté politique, admirable peut-être, mais qui risque de se heurter aux réalités d'un monde en pleine mutation, où l'autonomie totale est de plus en plus une illusion coûteuse? Est-ce qu'on peut vraiment créer l'histoire quand on refuse certains outils que le présent nous tend? La question reste ouverte, et elle est assez vertigineuse.